Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier Monsieur l'administrateur Thomas Romer et toutes les équipes du Collège de France qui rendent possible la diffusion de ces propos de chercheurs durant cette période de crise sanitaire. Je suis heureux d'y trouver l'occasion de présenter le projet d'équipe Anthropologie de la vie que je dirige au sein du laboratoire d'anthropologie sociale. En dépit du confinement, nos activités n'ont pas cessé. Deux publications que j'ai dirigées vont paraître en juin: Puissance du végétal et cinéma animiste, avec Teresa Castro et Marie Rebecki, et un numéro de la revue Technique et Culture sur le biomimétisme avec Lorraine Camilly et Fabien Provost. Un dossier sur la reconfiguration du vivant en anthropologie de l'art a été soumis avec Marie Mosé pour une publication dans les cahiers d'anthropologie sociale. J'organise en visioconférence mon séminaire Anthropologie de la vie à l'EHESS et je termine une monographie sur ce thème. Qu'est-ce donc que l'anthropologie de la vie? En quoi ce projet intellectuel est-il distinct de celui de la biologie, qui est, comme son nom l'indique, la science de la vie? En répondant à ces interrogations, je donnerai un exemple du dialogue interdisciplinaire noué autour de la notion de bricolage chez Claude Lévi-Strauss et François Jacob. Il apporte des éclairages intéressants sur la crise que nous traversons. Je fais apparaître en arrière-plan de cette captation vidéo des arbres, mais aussi les bords d'une fenêtre depuis laquelle j'ai eu le plaisir de voir le printemps arriver pendant le confinement. Cela illustre, je crois, la position adoptée par l'anthropologie de la vie. Alors que la biologie concentre son attention sur le fonctionnement des êtres vivants, les sciences sociales examinent le cadre intellectuel et social qui rend possible une telle connaissance. Sous cet angle, le problème est moins de déterminer ce qu'est la vie que de comprendre comment s'élabore la connaissance de la vie, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Canguilhem. L'anthropologie prolonge cet effort de réflexivité en replaçant dans un contexte plus large la relation entre sujet connaissant et objet connu. Par exemple, l'anthropologie philosophique de Michel Foucault établit des liens entre savoir sur la vie, dispositifs techniques et institutions du pouvoir. À partir d'enquêtes historiques, son œuvre met en relief les corrélations entre épistémé, techné et biopolitique. Sur un axe synchronique, l'anthropologie de la vie se penche dans une perspective comparatiste sur les conceptions de la vie et sur ce que j'appelle les techniques du vivant. Ce terme désigne les savoir-faire mobilisés lors des interactions avec les animaux, les végétaux et les micro-organismes pour orienter des processus vitaux tels que la croissance, la reproduction, la régénération, l'hérédité, etc. Pour les appréhender, des enquêtes ethnographiques portent sur des pratiques telles que l'agriculture, l'élevage, la médecine, le soin des enfants. Les recherches que je mène depuis 20 ans sur les pratiques sacrificielles et la culture matérielle des populations amérindiennes du sud du Mexique m'ont également appris que l'étude des techniques rituelles et des mythes associés se révèle très instructive pour identifier le rôle des entités de la nature dans les conceptions vernaculaires de la vie. Par-delà le fonctionnement des organismes et les usages qui en sont faits, les humains réfléchissent à la place occupée par les êtres vivants au sein des collectifs. Domestiqués, chassés, élevés, protégés, échangés. Autant d'interactions avec les animaux et les végétaux qui sont indissociables des réseaux de relations sociales qui s'établissent également entre humains. Dans la continuité du projet d'anthropologie de la nature de Philippe Descola, c'est donc un projet d'anthropologie sociale de la vie que nous poursuivons, afin de scruter les corrélations entre conception de la vie, technique du vivant et formes d'organisation sociale. Le fait qu'on parle de société paysanne, de la civilisation du riz ou du maïs, prouve que depuis longtemps, les anthropologues cherchent à relier ces ordres de faits. En somme, si la vie est, par définition, l'objet de la biologie, comprendre comment les contextes sociotechniques déterminent les conceptions de la vie
et l'objet pour l'anthropologie. Après avoir rappelé la spécificité de l'approche anthropologique, voyons comment cette discipline participe à une réflexion interdisciplinaire. Dans La pensée sauvage, publié en 1962, Lévi-Strauss dévoile la complexité de ce qu'il appelle la science du concret, qui permet aux sociétés traditionnelles de domestiquer les animaux et les végétaux bien avant le développement de la biologie. Il repère dans la pensée mythologique et l'activité rituelle les traces, comme sédimentées, d'un effort multimillénaire pour établir des correspondances générales entre des qualités sensibles, selon une logique similaire à celle du bricolage. Ces deux activités, explique-t-il, ont en commun de recomposer des éléments sensibles et de faire émerger des nouvelles formes sans que cela soit rattaché à un plan déterminé à l'avance. Cette analyse trouve des développements originaux chez François Jacob, qui envisage l'évolution naturelle comme un bricolage. Au lieu de la comparaison entre l'activité de l'ingénieur qui obéit à un plan défini à l'avance, le biologiste François Jacob souhaite insister sur la dimension aléatoire des processus évolutifs, à toutes les échelles, moléculaires, cellulaires, organismes, écosystèmes. Dans Le jeu des possibles, publié en 1981, il écrit par exemple: le bricoleur prend un objet dans son stock et il lui donne une fonction inattendue. D'une vieille roue de voiture, il fait un ventilateur, d'une table cassée, un parasol. Ce genre d'opération ne diffère guère de ce qu'accomplit l'évolution quand elle produit une aile à partir d'une patte ou un morceau d'oreille avec un fragment de mâchoire. La notion de bricolage évolutif apporte des éclairages intéressants sur la crise actuelle et elle évite des interprétations inadéquates concernant le coronavirus. Lorsque les existences sont menacées, s'accroît la tendance à imaginer que l'organisation des systèmes naturels obéirait à des fins. L'illusion finaliste peut en venir à faire croire que les catastrophes naturelles émanent d'une décision divine qui punirait les humains, comme l'a bien expliqué Spinoza dans son Éthique. La science enseigne pourtant que les phénomènes physico-chimiques et biologiques sont régis par le hasard et la nécessité, pour reprendre l'expression de Jacques Monod. Comme toutes les espèces vivantes, les virus émergent et mutent sans que cela corresponde à un plan défini ou prédéfini, ni à une quelconque évaluation morale des actions humaines. Les humains ne sont toutefois pas condamnés à subir la nécessité naturelle, ou plutôt, ils savent faire de nécessité vertu. L'activité technique atteste de leur capacité à recombiner des éléments matériels pour trouver des solutions. La communauté scientifique fournit continuellement des efforts colossaux pour connaître le virus, les virus et les combattre. Et, dans des champs moins spécialisés, des innovations s'observent dans les domaines de la do-it-yourself ou de l'économie de partage pour concevoir des dispositifs techniques qui peuvent être high-tech, utilisant des portables ou Internet, mais qui sont aussi des dispositifs low-tech, utilisant des bandes de scotch, des morceaux de plexiglas, des bouts de tissu ou des ficelles. Et ces dispositifs low-tech et high-tech servent à proposer de nouvelles solutions pour élaborer des réponses au virus. L'utilisation des masques de plongée pour fabriquer des respirateurs artificiels constitue sans doute un des meilleurs exemples de cette admirable capacité à trouver des solutions avec les moyens du bord, comme on dit. Tout se passe comme si le mouvement de la vie, qui bricole depuis la nuit des temps avec des morceaux du monde réel et organique, se prolongeait dans ces trouvailles qui font apparaître de nouveaux artefacts et avec eux de nouvelles relations sociales. Le pouvoir humain de recomposer les éléments du réel se manifeste en effet également dans la construction des collectifs. Depuis quelques semaines, nous pouvons observer
comment, pour assurer la continuité de la vie sociale, des solutions inédites sont trouvées pour réunir des familles et des amis, organiser l'activité productive, célébrer des rites et des cérémonies, etc. Pour l'anthropologie, la situation actuelle confirme donc que, comme dans toutes les sociétés, les interactions avec des entités biologiques, des life forms, comme on dit en anglais, gagnent à être étudiées conjointement aux formes de vie, forms of life, qui organisent l'existence collective. Or, pour mener ce type d'investigation, l'anthropologie de la vie peut s'appuyer sur des méthodes ayant fait leurs preuves. Les enquêtes ethnographiques, autant que le comparatisme, constituent un moyen rigoureux pour analyser les liens entre le devenir de trois systèmes imbriqués: l'évolution des systèmes vivants, l'innovation des systèmes techniques et l'inventivité dont font preuve les humains pour construire et réformer des institutions sociales. J'espère avoir très prochainement l'occasion de vous en donner d'autres exemples. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de confinement ou de déconfinement.